voilà, nous avons décidé de nous répartir cette demi-heure, c'est pas très original, en 2 quarts d'heure chacun, grosso modo. Nous avons tenté de nous coordonner, ce que nous faisons tous les deux depuis 1978, puisque nous étions à l'école maternelle ensemble, à savoir l'École nationale de la santé publique en 1978. Donc, a priori, je vais dans un premier temps essayer de répondre à la question posée, c'est-à-dire quels sont les enjeux, en vous disant, pour faire bref, c'est un peu plus complexe que ça, mais que finalement, il n'y a pas de nouveaux enjeux. Et puis, Joël va nous dire qu'il y a quand même quelques petits nouveaux enjeux. Et nous espérons que tout ça fera une intervention à peu près complémentaire. Alors, je souhaiterais, pour ce qui me concerne, articuler ma présentation autour de 3 temps. Un premier temps, autour peut-être de l'enjeu idéologique, en se demandant, mais qu'est-ce qui nous arrive pour que l'on soit désormais dans un secteur où on nous demande de rendre des comptes, ce qui, si on met ça en perspective historique, tout de même n'est pas banal, et même sans équivalent avec ce que nous avions connu jusque-là. Donc il est quand même peut-être un peu temps de se dire, faisons une petite pause pour nous demander ce qui nous arrive. Dans un deuxième temps, j'essaierai de démontrer qu'en fait, il ne s'agit pas d'inventer de nouveaux concepts, de nouvelles valeurs. Tout ceci relève, me semble-t-il, des poncifs à la mode. Il s'agit beaucoup plus d'un enjeu de fidélité et de mémoire. Soyons fidèles à nos valeurs ancestrales, séculaires, millénaires pour certaines, et c'est peut-être ce à quoi nous invite modestement mais fortement toute la démarche évaluative et la démarche qualité. Puis dans un troisième et dernier temps, on essaiera de voir ensemble comment réinjecter du sens, comment la démarche évaluative, la démarche qualité est une formidable occasion de réinjecter du sens dans nos pratiques et dans notre réflexion. Donc le premier point, qu'est-ce qui nous arrive? Comment se fait-il qu'officiellement, depuis maintenant un peu plus de 10 ans, on nous demande de faire la preuve de la qualité de nos prestations? Bien, je crois que la réponse est à trouver du côté du changement idéologique, comme la plupart du temps. Les vrais changements sont d'abord des changements dans les têtes, avant effectivement de se traduire par des changements au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat, du Code de la santé. Ils sont tous ces derniers changements plutôt préfigurés par des changements idéologiques. Eh bien, ce qu'on a observé pendant des décennies, voire peut-être pendant des siècles, c'est que l'action sanitaire et sociale a été plus ou moins fondée sur un postulat. Un postulat relevant, me semble-t-il, de l'auto-légitimité. On était par définition du côté du bien, du simple fait qu'on s'occupait de personnes malades, dépendantes, exclues, handicapées. Par postulat, on était plutôt du côté du bien. La sémantique, d'ailleurs, venait au secours de cette démonstration. On parle toujours un peu de bénévolat, de bienfaisance, de bientraitance. Eh bien, les choses ont radicalement changé. Les choses ont radicalement changé. Il peut arriver qu'il y ait encore une petite queue de comète dont on bénéficie de temps en temps dans les dîners en ville, lorsque on vous demande « Que fais-tu, toi, comme métier ?» Je suis directeur d'établissement, directeur de RS, éducateur, infirmier, médecin. Il y a encore une petite queue de comète qui fait que votre interlocuteur s'incline quelque peu en disant « Mais quel beau métier, quelle chance tu as !» Mais profitons-en, ça ne va pas durer très longtemps, effectivement, c'est véritablement du registre de la queue de comète. La réalité, c'est que nos métiers, vos métiers, ont été complètement désacralisés. François Dubé et d'autres, en particulier François Dubé, explique ça remarquablement dans le déclin de l'institution. Il explique qu'il y a 3 types de métiers qui ont été désacralisés en même temps, ces 15 ou 20 dernières années. Le métier d'enseignant, le métier de soignant et le métier de travailleur social. Et bien, comme par hasard, ou plutôt sans qu'il y ait le moindre hasard, on se rend compte que c'est le moment où on demande aux enseignants, les hussards noirs de la République, on demande aux enseignants de faire la preuve de la qualité de leurs prestations, ils sont évalués. On demande aux médecins de faire la preuve de la qualité de leurs prestations. Et on le demande aussi aux travailleurs sociaux. Changement radical qui n'est possible que parce que ces types de métiers sont tombés de leur piédestal.
On ne demande pas à quelqu'un de sacré qui est en posture apollinienne sur son piédestal de faire la preuve de la qualité de ses prestations. On ne le demande qu'à quelqu'un qui est devenu le commun des mortels. Je crois que c'est important de se rappeler ça. C'est à la fois une excellente nouvelle et une mauvaise nouvelle, comme pratiquement toutes les évolutions idéologiques. Une excellente nouvelle parce qu'au nom de la sacralisation, on n'a pas fait que des choses absolument remarquables dans notre secteur. Et puis une mauvaise nouvelle parce que les gens sacralisés donnaient beaucoup d'eux-mêmes, donnaient même de ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire ce que l'on donne gratuitement. Quand on était porté par une gratification symbolique forte de la société, eh bien on était médecin, taillable et corvéable 365 jours par an. Et on pouvait se lever pendant les périodes d'épidémie grippale 4 ou 5 fois la nuit. C'était vécu comme tout à fait normal. Je suis fils d'enseignant, j'ai vu mes parents donner des cours particuliers gratuits pendant toute leur vie à ceux qui étaient le plus en difficulté. Je sais ce qu'est la gratification symbolique, quand on est porté effectivement par un regard qui nous gratifie par l'ensemble de la société. Bien, il faut s'y faire. Je dis souvent qu'une de mes plus belles expériences, c'était lorsque j'ai commencé en Charente, dans le secteur, avec plusieurs directeurs d'établissements qui étaient encore des bonnes sœurs. Eh bien, je me repasse, plus de 30 ans plus tard, mon cher Joël, je me repasse le film en me disant, si j'avais eu ce que je n'avais pas plus autrefois que maintenant, une idée, une intuition géniale, consistant à dire, ma sœur, directrice de l'EHPAD, là, de l'établissement pour handicapés, vous allez me faire la preuve de la qualité de vos prestations. Vous imaginez la tête de la bonne sœur. On dit, mais mon pauvre Blanc-Bec, qu'est-ce qui vous arrive? Vous prenez pour qui? Eh bien, les successeurs de ces bonnes sœurs, tous les jours, depuis 2002, on leur demande de faire la preuve de la qualité de leurs prestations. Deuxième enjeu, qui me semble là aussi nécessiter qu'on s'appesante ici quelques minutes, contrairement à tout ce qu'on nous dit, qui me semble relever de poncifs assez insupportables, nous n'avons pas besoin, en matière d'évaluation, mais dans beaucoup d'autres domaines, d'inventer de nouvelles valeurs ou de nouveaux concepts. Si on veut se faire un petit plaisir un peu cruel à l'égard de ceux qui, à longueur de bouquins, nous disent « nous sommes en train, de préférence en prenant la pose du type le penseur de Rodin, nous sommes en train de devoir inventer de nouveaux concepts et de nouveaux paradigmes. » Si on veut se faire un petit plaisir un peu cruel, demandons-leur la liste de ces nouveaux concepts et de ces nouveaux paradigmes. C'est assez souvent accablant. L'usager au centre du dispositif. Donc avant 2002, tous ceux qui ont travaillé dans le plan sanitaire et social se moquaient éperdument de l'usager. Il faut travailler en réseau, il faut travailler collectivement. Je dis souvent, après avoir passé 6 ans ou 5 ans en Dordogne, que je pense que les chasseurs de Lascaux nous démontrent qu'ils avaient compris qu'on était plus fort pour chasser ensemble que de chasser tout seul. Dans les vertus du travail en réseau et du travail collectif, comment peut-on dire que c'est un nouveau paradigme? Tout ça, je crois, n'a pas vraiment de sens. Par contre, ce à quoi nous invite l'évaluation, c'est, je crois, un engagement très fort qu'il faut que l'on passe presque collectivement. C'est un travail de fidélité et un travail de mémoire. La question, c'est comment être fidèle à ces valeurs ancestrales qui sont liées à une sédimentation de paradigmes et de concepts depuis au moins 2500 ans. Les présocratiques, il y a 2500 ans. Socrate et donc Platon. À la même époque, Confucius et Bouddha. Ce n'est pas tout à fait rien. Et puis la religion chrétienne, qui a apporté sa contribution dans notre secteur. Et puis l'humanisme de la Renaissance. Et puis la période révolutionnaire. Et puis, j'en oublie certainement, la philosophie marxiste. Et puis le catholicisme social. Et puis le personnalisme. Et puis la philosophie laïque. Bref, une sédimentation de paradigmes qui doit nous rendre très modestes sur les paradigmes nouveaux que nous aurions à inventer. Quand on sait que Platon, Socrate, les présocratiques, Bouddha, Confucius, la religion catholique, Marx, la Renaissance,
le catholicisme social et beaucoup d'autres que j'oublie sont passés par là. Comment peut-on dire nous avons besoin d'inventer de nouveaux concepts et de nouveaux paradigmes? Par contre, nous avons besoin en permanence et tous les jours dans notre institution d'être totalement fidèles à nos valeurs. Les valeurs de notre association, les valeurs de notre établissement, les valeurs de l'action sanitaire et sociale, et ce champ-là, il faut l'élaborer en permanence. Il faut l'élaborer en permanence pour une bonne raison, c'est que, je terminerai par là dans 2 minutes, toute institution a tendance à devenir amnésique. Et donc, l'évaluation doit nous permettre de réactiver cet effort de mémoire. Il ne s'agit pas de prendre la pause et de regarder devant soi en se disant quel est l'avenir que je dois inventer. Il s'agit beaucoup plus de regarder derrière soi en bon paysan et d'être fidèle au sillon qui a été creusé par d'autres depuis des décennies et depuis des millénaires. Quand une association ou un établissement dysfonctionne, fait de la non-qualité de la maltraitance, ce n'est pas parce qu'il a oublié, parce qu'il n'a pas inventé de nouveaux concepts. C'est parce qu'il n'a pas été fidèle au paradigme de base de l'action sanitaire et sociale. Cheval pour tous, c'est connu, un directeur pédophile pendant 12 ans. Le problème de Cheval pour tous, ça n'a pas été de ne pas inventer de nouveaux concepts. Ça a été de ne pas se rappeler que la pédophilie n'est pas un acte éducatif. Vous imaginez si c'est un nouveau concept. Donc arrêtons de prendre la pause et soyons fidèles plutôt au chemin, c'est solidal comme tous les chemins, mais qui a été tracé par d'autres depuis un certain nombre d'années. Le départ, ou plutôt le neveu du départ, nous donne parfaitement la philosophie à suivre quand il dit à son oncle, qui est effrayé par l'arrivée des chemises rouges, il lui dit « Mon cher oncle, il faut que tout change pour que rien ne change. » Et bien précisément, quand on parle de nouveau paradigme, on se trompe, il faut simplement adapter les anciens paradigmes, souvent très archaïques au sens étymologique du terme, marquer la racine et le pouvoir de toute chose. Il faut adapter ces anciennes valeurs à l'évolution quotidienne des besoins, ce qui n'impose pas d'inventer de nouveaux paradigmes. Troisième et dernier temps, le sens à reconquérir. Eh bien, parmi les enjeux très fort, semble-t-il, il y a celui de profiter de ce superbe prétexte qu'est la démarche qualité pour réinjecter du sens dans l'ensemble des missions. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il faut toujours réinjecter du sens dans une institution qui court le risque, tous les grands penseurs de la philosophie et de la sociologie nous expliquaient qu'une institution, elle devient tous les jours amnésique, tendanciellement. Ça a été expliqué par Max Weber, début du XXe siècle, l'histoire de la bureaucratie. L'histoire d'une institution, c'est toujours une histoire bureaucratique. Des gens, pour exister au sein d'une institution, en rajoutent sur le formalisme et la bureaucratie, nous expliquent que c'est comme ça qu'est mort l'Empire romain. Eh bien, toute institution a tendance à en rajouter sur le formalisme et sur la bureaucratie. Parsons, repris par Crozier, repris, bien évidemment, avec bien d'autres choses. Mais Crozier qui nous explique que toute institution, la vôtre, la mienne, votre famille, la mienne, tend tous les jours à oublier ce pourquoi elle est faite et à confondre la fin et les moyens. Eh bien, cette amnésie, la démarche qualité, nous permet précisément d'en tenir compte et de lutter contre elle. Confondre la fin et les moyens, qui n'a jamais croisé une association qui n'est pas crispée sur le maintien de son patrimoine architectural, plutôt que de se rappeler qu'elle n'est pas faite pour entretenir des châteaux, mais pour accompagner des enfants en difficulté. Eh bien, nous, tendanciellement, toute institution produit tous les jours un peu plus d'énergie à se reproduire elle-même plutôt qu'à produire. Et c'est un jeu de vase communicant, hein, l'énergie qu'on produit pour se reproduire, et bien précisément, on ne l'utilise pas pour produire, en direction des enfants, des adultes que l'on accompagne. Et puis bien d'autres, Ivan Illich, une pensée très forte pour nous aussi, hein, l'animésis médical, le chômage créateur, Ivan Illich, qui a théorisé la contre-productivité de toute institution. Toute institution a une part de son énergie qui, précisément, a pour conséquence de faire l'inverse de ce pourquoi elle est faite. L'enseignement diabétique, une partie de l'enseignement abétique, et c'est pas du tout insultant,
une partie du secteur de la santé et du médico-social qui m'est particulièrement cher tue les gens, bien sûr. 5 ou 6 000 infections nosocomiales par an. Une partie du secteur du handicap maintient les gens dans le handicap au lieu de favoriser leur autonomie. Ça, mais que personne ne se méprenne, hein, ce n'est pas un discours en surplomb que je dis. Parce que si vous voulez que je vous parle de l'ARS qui contribue effectivement à cette contre-productivité, je pourrais faire la liste avec vous. Tout simplement, rappelons-nous cette part-là qui est absolument indispensable, et puis le superbe pari de Tomkiewicz, qui pour moi est l'équivalent du pari de Pascal dans nos institutions, Tomkiewicz qui nous dit bien sûr toute institution est maltraitante, du simple fait qu'elle existe. Ce qui est naturel, c'est la maltraitance d'une institution. Ce qui est exceptionnel, c'est la bientraitance. Eh bien, quand bien même ce pari serait faux, parce que c'est un pari vrai ou un pari faux, en tout cas, mieux vaut faire ce pari que le pari inverse, le pari de la suffisance de ceux qui disent « Oh non, la maltraitance, chez moi, vous ne pensez pas jamais ». Ce pari de Tomkiewicz mérite, me semble-t-il, d'être rappelé. Et puis, pour en finir là-dessus, comment faire en sorte, je crois que Joël en reparlera tout à l'heure, comment faire en sorte que l'évaluation ne se dissolve pas dans le formalisme et comment avoir cette obsession de réinjecter du sens en permanence. Et bien, je terminerai par une simple proposition, mais bien d'autres pourraient être faites et vous en avez bien d'autres en tête. Peut-être que la façon un peu radicale de redonner du sens, c'est de se rappeler cette distinction fondamentale entre ce que sont des théories professionnelles et ce que sont des idéologies. La théorie professionnelle. La théorie professionnelle, elle est biodégradable, comme toute théorie. C'est-à-dire, elle a vocation à être confrontée à d'autres théories. Elle a vocation à être amendée, modifiée. Un jour après ce débat presque scientifique, elle a vocation à être remplacée par une autre. Donc, le doute est consubstantiellement lié à la notion de théorie. Si nos théories professionnelles, celles que vous utilisez, celles que j'utilise, pour lancer la politique en direction de l'autisme, pour accompagner de jeunes autistes, pour soigner des gens aux urgences, pour organiser les urgences dans une région quand on est dans une ARS. Si tout ceci relève de théorie professionnelle, ça doit être argumenté, étayé, documenté par la littérature. L'idéologie est de notre registre. L'idéologie est du registre de la foi, c'est-à-dire de ce qui ne se discute pas. Et nous avons besoin des deux. Ce qui est dramatique, c'est la confusion. Eh bien, qui est-ce qui peut dire que la démarche qualité n'est pas une formidable occasion de se demander si, quand on parle de théorie professionnelle, on ne parle pas en fait de ses propres projections, de ses propres intuitions, de son idéologie, de la bien-pensance du moment. Prenons 2-3 exemples. Un qui m'est cher parce que je le trouve au cœur d'une erreur radicale que nous portons collectivement dans notre secteur. Cette vieille idéologie de la libre adhésion. Il y a une théorie de la libre adhésion. J'interviens plus facilement que si l'autre me le demande. Ça s'appelle l'alliance thérapeutique en médecine depuis des siècles. Tout le monde le sait que si le gamin me demande de l'aide, je serai plus fort. Si le patient vient volontairement, je serai plus fort. Mais l'idéologie de la libre adhésion, je n'interviens que si l'autre me le demande. Nous sommes en pleine idéologie. Qui est-ce qui a démontré qu'il ne fallait intervenir que si l'autre le demandait? Donc attention, défions-nous de ça. Hein. Le meilleur psychiatre de la Terre, la meilleure assistante sociale de la Terre, qui dit « mais jusqu'à 19h, j'ai reçu tous ceux qui sont venus. Mais qu'avez-vous fait de ceux qui ne sont pas venus et qui ne viendront jamais ?» Alors, je sais bien, hein, la psychanalyse et canal historique nous rappelle tout de suite qu'il ne s'agit pas d'avoir du désir à la place de l'autre. J'ai essayé de le lire modestement, canal historique dans la psychanalyse. Mais il s'agit par contre d'avoir du désir que l'autre ait du désir. Eh bien, voyez, quand on s'intéresse à cette simple perversion d'une théorie en idéologie, le chemin à parcourir en termes de démarche qualité pour toute institution. J'aurai du désir d'avoir que l'autre ait du désir. Moi, à l'hôpital, je vais sortir de mes murs pour aller voir les exclus. Moi, je vais faire de la prévention du handicap et de la prévention de la dépendance à partir de mon EHPAD. Ça transforme radicalement, me semble-t-il, ce vieux poncif, et je ne résiste pas pour en terminer sur la libre adhésion,
vous posez cette question que j'aime beaucoup parce qu'elle m'a été posée par un psychiatre plein d'humour avec qui je discutais de ça et qui m'a dit un jour, est-ce que vous savez combien il faut de psychiatres pour changer une ampoule? Et moi qui étais très mal intentionné, je lui ai dit tout de suite, 3 ou 4 points me semble-t-il, un qui monte sur la chaise, un qui tourne, un qui bref. Il m'a dit, détrompez-vous, c'est beaucoup plus simple que ça, il en faut un seul, mais il faut que l'ampoule le demande. Ce sont une assez bonne illustration de la libre adhésion. Et puis dans le monde de la psy, théorie, idéologie, très franchement, qu'avons-nous fait collectivement? Vous, moi, peu importe, nous tous. Quand on apprend maintenant, après une recommandation de la HAS et de l'ANESM, que très franchement, il semble, après revue de littérature, revue d'expérience, que l'on se soit fourvoyé par le tout psychanalytique dans certains établissements en direction de l'autisme. Ça doit nous interroger, non pas pour nous flageller, parce que flageller qui que ce soit, ce serait s'auto-flageller, on a tous participé pour tout ça, mais pour se dire comment ne pas recommencer. Et puis je terminerai par un dernier exemple, on pourrait les multiplier, peut-être un dernier exemple. Je perds cette fois radicalement du médico-social et des personnes âgées. Cette vieille idéologie de la dépendance. On n'arrête pas d'entendre parler dans les EHPAD de la dépendance. Et je ne méprise pas cette difficulté et cet aspect des choses. Pour y aller très souvent, je sais moins que vous, mais je sais que vous accompagnez des personnes lourdement dépendantes. Et je parle de l'idéologie de la dépendance, c'est-à-dire ce qui envahit toutes les représentations et tout le discours sur les personnes concernées. Le problème de l'EHPAD, pour moi, ce n'est plus la dépendance. Vous l'accompagnez remarquablement. C'est d'avoir oublié ce couple fondateur que nous rappelle Albert Memmi, dépendance, pourvoyance. Albert Memmi, le philosophe, nous dit nous sommes tous dépendants. Dépendants de notre conjoint, de l'affection de nos amis, de nos parents, de nos enfants, de la qualité de nos collaborateurs. Nous sommes tous dépendants, à des degrés divers. Mais l'immense chance de l'homme, c'est d'être dépendant et pourvoyant, c'est-à-dire d'avoir des gens dépendants de lui, à qui il va donner des choses. Il va être pourvoyeur. Et si le drame de l'EHPAD, ce n'était pas au nom de cette idéologie de la dépendance, de ne pas se rendre compte que trop souvent, il y a une rupture de pourvoyance quand on rentre dans un EHPAD. Et voyez ce petit pas de côté que nous permet de faire la démarche qualité. Est-ce que dans mon EHPAD, les gens ont encore des choses à donner à d'autres? Des histoires à raconter, même si elles sont incompréhensibles. Quelques carottes appelées pour faire la soupe de midi. Et n'écoutez pas ce que vous disent les ARS ou les directeurs des services vétérinaires. Ils continuaient à leur faire peler des navires et des EHPAD. Je n'aurais jamais dit ça, hein. Bien évidemment, même sous la torture, j'affirmerai que je n'ai jamais dit ça. Eh bien, mesurons tout ça, effectivement. Alors, la dépendance, les gens disent, mais est-ce que vous avez vraiment vu ce que je reçois, pourvoyeur et pourvoyeur de quoi? Eh bien, même dans les 3 derniers jours de sa vie, dans le coma des passés, si on veut la regarder comme telle, une personne est remarquablement pourvoyante. On va proposer à ses enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, de lui tenir la main pendant 5 minutes, pendant une demi-heure, pendant toute une nuit. Quelle formidable expérience de vie, peut-être une des plus fortes de toute la vie de l'homme, et quelle transmission généalogique dans le silence du coma des passés. Donc si on peut être pourvoyant dans les 3 derniers jours de sa vie, on peut être pourvoyant n'importe quand, à condition qu'on accepte d'avoir ce regard-là. Donc en conclusion, tout simplement, me semble-t-il, un des enjeux, c'est de conserver à la démarche qualité, et ça fera transition avec ce que va vous dire Joël, son infinie liberté, son absence de complaisance et de formalisme. J'ai envie de dire sa fantaisie. Nous avons besoin, en termes de démarche qualité, de gens libres qui pratiquent l'autocritique, à qui on n'a pas besoin de dire bah, écoute, tu vas faire un effort pour te remettre en question. Mais non, je ne vais pas faire un effort. C'est consubstantiel à ma vie de tous les jours. J'ai besoin de me remettre en question. Donc maintenant, ce côté presque anarchique de la démarche qualité, qui ne doit pas se dissoudre dans les poncifs et la caricature du formalisme et de croire dans des cases, parce que fondamentalement, au-delà des textes, que je n'ai pas perdu de vue, que Joël va vous rappeler, je crois, en partie, au-delà des textes, on
on sait bien que ce qui se joue, ce n'est pas le respect littéral du texte. Vous pouvez mettre des croix dans les cases, à peu près n'importe comment, et vous travaillerez à se faire semblant de croire qu'elles ont été bien remplies. Nous vont tout à fait passer ce pacte implicite. Nous en serons très tristes, et vous, et nous. Nous savons que le problème n'est pas là. Le problème, il a été expliqué il y a 2500 ans, là aussi, nouveau paradigme, vous voyez, par Antigone, qui explique à son oncle Créon, toi, tu es le roi de Thèbes, tu es chargé de la loi. Et Antigone, elle nous parle pour la loi de 2002. Tu es chargé de l'application de la loi. Il se trouve que mon frère Polynice a commencé une guerre civile contre mon autre frère hétéro. Et que quand on est dépositaire des lois, ben, il faut le condamner. Donc il n'aura pas de sépulture. Tu es dépositaire du respect de la loi de la cité. Moi, je te dis qu'il y a une loi supérieure aux lois humaines qui fait que tout homme a droit à une sépulture. Il a donné une sépulture, vous savez, ça ne lui a pas porté chance. Mais la question de fond, c'est comment appliquer justement la loi. Qu'est-ce qu'une application juste de la loi? Qu'est-ce qu'une posture professionnelle juste? Qu'est-ce qu'un mot juste dans une institution? Qu'est-ce qu'un geste juste? Et ça me semble plus important que de mettre des croix dans les cases.